Le corps électoral étant convoqué, eh bien, c'est donc à chaque parti de se mobiliser, de chercher les failles de l'adversaire, de réunir ses forces. Il faudrait déjà savoir que la fin du mandat du président Biya, c'est le 6 novembre 2025. Le code électoral ayant été convoqué donc le 12 juillet 2025, conformément à l'article 86, alinéa 2, l'intervalle entre le scrutin et la convocation du corps électoral est de 90 jours au moins. Donc, l'élection du président de la République aura lieu au plus tard 20 jours avant l'expiration du mandat. Ce sont selon l'article 245 du Code électoral. Nous le savons donc déjà, c'est le 12 octobre. Le dépôt de candidature pour ceux qui voudraient être candidats, c'est au plus tard le 22 juillet 2025. L'article 123 du Code électoral dit « Les déclarations de candidature sont faites dans les 10 jours suivant la convocation du corps électoral. » 10 jours. Ce qui signifie que avec le férié de samedi et de dimanche, vous savez ce que vous devez faire, d'autant plus que vous n'allez pas vous plaindre que vous n'étiez pas au courant. La publication de la liste des candidats se fera le 11 août 2025, conformément à l'article 126 du Code électoral. C'est donc le Conseil électoral qui va publier la liste des candidats. Donc, ceci pour respecter que ce soit 60 jours avant, au moins avant la date du scrutin. La campagne électorale en elle-même, même si aujourd'hui on sait que certains ont engagé des campagnes, utilisent les médias d'État, mais officiellement, la campagne électorale va démarrer le 27 septembre 2025 jusqu'au 11 octobre 2025 à minuit, conformément à l'article 87 du Code électoral. La proclamation des résultats se fera, c'est une spécialité camerounaise, au plus tard le 26 octobre 2025. Comme on vous dit donc, l'élection aura eu lieu le 12 octobre et il faudrait encore attendre 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. L'article 137 du Code électoral dit que la publication des résultats doit être faite 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin. Et pourtant, quand on clôture le scrutin, il y a déjà les tableaux où vous notez, on filme. Il y a Internet, même comme généralement il coupe. On peut transmettre des résultats aussi facilement. Et même s'il faut qu'une voiture démarre, c'est au bout de 2 semaines. Ah. La prestation de serment du nouveau président interviendra donc au plus tard le 9 novembre 2025. Parce que c'est 15 jours à compter de la proclamation des résultats selon l'article 140 du Code électoral. Si donc c'est le 9 novembre, cela veut dire que
puisque le mandat de Paul Biya fini le 6 novembre, le Cameroun restera peut-être 72 ans sans président. Ce sera Nyat Nifenji, le président. Bon, on attend. Tout le monde veut être président. Quand on voit le nombre de candidatures qui pullulent, d'autres n'ont même pas un centime. Et d'ailleurs, des escrocs se sont lancés à cœur joie pour dire, moi aussi, je veux être candidat. Quand vous voyez celui-là, même la veste est trouée. La cravate, il est parti prendre ça chez son frère ou chez son oncle qui est mort. Les chaussures, même, il n'a pas. La maison, il n'a pas. Lui-même, il est en chômage et il est en location. Là, on lui demande depuis 6 mois le loyer. Mais il court, il dit quand même qu'il est candidat à l'élection présidentielle. D'autres, bien évidemment, profitent aussi de ce moment-là pour se réveiller comme opposant. Ah oui, il y a beaucoup d'argent. C'est dans ce temps-là que vous les voyez faire le tour des bureaux. Ah, salut, monsieur Célestin Bédigui. Oui, j'ai appris que vous êtes parti, vous étiez reçu par le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, vice-président et président de fait du Cameroun, Ferdinand Ngongo. Chef Gombo, chef gombiste. Tu es embêté comme moi, non? Moi aussi, ma part ici. Sinon, je vais dire combien tu as reçu. Hein? Donc, vous vous rendez compte qu'à peine on veut déjà commencer là, on ne le voyait pas. Hein? Bédigui, en 2018, il a dit, je soutiens Paul Biya. En 2025, le même Bédigui qui est dans l'opposition et dérange l'opposition depuis, qui était à l'UNDP, est parti jusqu'à renvoyer lui-même le président de l'UNDP. Puis, a fait une transmutation. Tel un caméléon, il est parti créer son parti. Son parti qui ne prend parti que pour avoir un peu d'appétit. C'est donc le même Célestin Bédigui qui est l'un des premiers à aller maintenant écrire. Il réunit 3 autres justiciers là, des petits bandits. Je ne sais même pas là où il est parti les chercher. Et il signe des notes que ouais, vraiment, l'opposition camerounaise, nous voulons maintenant nous réunir. Il nous faut un candidat unique. Oui, il faut vite donner le nom du candidat unique. Ne donnez pas le nom à Célestin Bédigui. Fuyez Célestin Bédigui. Fuyez-le. Voilà quelqu'un qui était dans l'opposition. Il a trahi les plus Ndaoué, il avait trahi les Guérandi. Avant cela, Paul Biya lui avait donné une société qu'on appelle les Sacheries du Cameroun. Il a détruit ça, il a tout mangé. Puis il est devenu opposant. Devenu opposant. Et puis il redevient encore le soutien de Paul Biya. Et comme j'ai dit en 2018, au début, Bédigui dit qu'il est opposant. Les gens viennent, il fait le bruit. À la fin, il dit, je soutiens Paul Biya. On lui dit pourquoi? Il dit parce que vraiment cette fois-ci, il a dit qu'il va construire l'autoroute. Donc moi, je veux que ce soit ça pour le profit des populations de Monatélé. Il va construire le plus beau pont. Il va construire ceci. Il y aura l'exploitation des minéraux. Aïe! C'est alors où? Tout ça là, c'est où? C'est les Bédigui qui ne pèsent rien. Tout comme beaucoup aujourd'hui qui font du bruit, soi-disant qu'ils sont des opposants. C'est pour se faire un peu d'argent. En réalité, le problème c'est que
quand l'élection arrive au Cameroun, on a toujours le même problème depuis 1992. À part que l'opposition, certains, ceux qui pesaient, avaient soutenu Frondi. Chaque fois qu'il y a une nouvelle élection, on constate que c'est chacun qui se tape la poitrine. Alors qu'il sait que, même dans son propre quartier, même pas son quartier, même dans sa propre maison, il ne peut même pas être élu par ses propres enfants, ni par son épouse, ni par ses frères. Mais il dit quand même qu'il veut être le patron de l'opposition. Il veut, chacun dans l'opposition du Cameroun a un problème. C'est l'ego surdimensionné. Tout le monde dit je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus expérimenté, je suis le plus jeune. Et voilà là où nous en sommes. En 2018, nous avons cru, nous avons espéré, rêvé que l'opposition camerounaise allait se mettre en rang. Qu'ils allaient au moins trouver une équation pour pouvoir collaborer. Même les vieux n'ont pas réussi à se réunir, ni les jeunes, chacun est allé de son côté. Puisque vous avez vu le professeur Franklin Ndifort, par son âme, il était jeune. Il a refusé de s'unir à Matomba. Matomba a refusé de s'unir à Cabral Libye. Cabral Libye a refusé de s'unir aux deux. Et a refusé de s'unir à tout le monde, à n'importe qui. Non. Ni les jeunes, ni les vieux. Chacun est allé en disant « Je serai président ». En fin de compte, Ndifort disait qu'il avait la mission de Dieu. Il disait qu'il avait la mission de Dieu. Hein. Que parce que Paul Biya, c'était déjà fini. C'est lui qui est parti. Même dans l'église, on a vu les apôtres unis derrière Jésus. Mais l'élection n'est pas une affaire de Jésus, de Messie. L'élection doit être, bien évidemment, une fusion, une réunion de plusieurs forces. Parce que même Paul Biya n'a pas réussi à gagner une élection seul. D'où vient donc que nous soyons dans des rêves illusoires? Que nous soyons dans des espérances chimériques d'une force mystique qui pourra faire que quelqu'un au Cameroun, alors que le vote est encore communautaire, que des gens s'imaginent qu'ils seront élus partout, par toutes les ethnies, par toutes les populations, et qu'ils vont devenir président de la République. Non, on a un choix en 2018. Et on doit justement choisir une bonne solution en 2025. Parmi ces solutions, bien évidemment, chacun va dire, mettez-vous derrière moi, parce que moi, je peux avoir des députés, l'autre va dire que j'ai des maires, l'autre va dire que j'ai des conseillers municipaux, l'autre va dire moi je suis populaire, l'autre va dire j'ai la diaspora, l'autre va dire que moi j'ai ceci et ça, l'autre va dire j'ai beaucoup d'argent, l'autre va dire j'ai plus d'expérience, l'autre va dire j'ai beaucoup de jeunes, l'autre va... C'est donc tous ces paramètres mis ensemble qui devraient plutôt faire une force, parce que l'élection a un tour. Il a eu des idées. Et d'ailleurs, il a été une véritable roue tournante, voire le moteur, à travers la société civile Cap Liberté. Djekam Tchameni a contribué à sa façon.
même si plus tard, il a été accusé lui-même de trahison. Mais, à cette époque, dans la plateforme de l'opposition, ce n'était pas toujours qu'il faut se réunir derrière quelqu'un. Et il faudrait donc qu'aujourd'hui, face à cette nouvelle élection qui s'annonce, qu'on puisse trouver la bonne équation. Cette équation, bien évidemment, c'est après la validation des candidatures. Mesdames et messieurs, l'expérience, c'est la somme des échecs. L'expérience, c'est aussi ceux qui étaient sur le terrain, qui ont constaté les tares, les faiblesses et aussi les forces de ce qu'on appelle l'opposition française, camerounaise, de ce qu'on peut appeler aussi la désunion, les trahisons. 2025, derrière qui on va donc s'aligner? Tout un chacun, même ceux qui sont sortis du gouvernement hier, disent que c'est eux qui devraient être la tête de proue. Et ceux qui étaient déjà là disent que nous, on est là depuis. Vous devez vous mettre derrière nous. Ces disputes, ces chamailleries inutiles, ces crises d'ego hypertrophiées risqueraient encore faire sombrer le peuple camerounais qui, aujourd'hui, demande des comptes à l'opposition camerounaise. L'opposition camerounaise, au regard des multiples attentes, doit donc s'unir. Mais s'unir comment? Je vais essayer de vous proposer un élément qui a beaucoup d'enseignements. Écoutez attentivement cette intervention de Djekam Tchameni. Qui se disent de l'opposition. Ça, c'est Omar Bongo d'abord. À Bongo, je suis seul. Mais si vous étiez vraiment opposé à Bongo, choisissez un candidat, mettez-le en face de Bongo. Mais nous sommes 10, 15 à vouloir le fauteuil. Et c'est pourquoi moi je dis, ce sont des histoires. Tous ces gens-là, chacun veut rouler pour lui-même. Qui a été mise en œuvre, vous pouvez prendre en compte les différents égos. Vous avez suivi ce que Bongo disait déjà par rapport à son opposition. Commence d'abord par demander aux gens, c'est-à-dire que quand je m'en vais en tant que membre du groupe de Douala pour rencontrer maintenant, c'est Djekam un Tchameni. chef de parti Écoutez. politique, j'essaye d'abord d'attirer son attention sur le fait que individuellement et seul, ils ne peuvent pas vaincre le régime en place. Tout à fait. Machine vieille de plus de 43 ans. 43 ans, cet homme Baoba qui a des racines profondes, vous ne pouvez pas venir avec une petite machette et penser à déraciner. Deuxièmement, j'attire leur attention sur le fait que leur programme politique individuel ne peuvent pas attirer suffisamment la population au vu des résultats des élections antérieures. Oui. C'est-à-dire, quand vous regardez les élections antérieures, vous notez que la seule chose qui augmente, c'est l'abstention. C'est-à-dire que de 1992, où on avait un taux d'abstention de 19%, nous en sommes aujourd'hui à un taux d'abstention de 47%. Non seulement le nombre de gens qui s'abstiennent depuis 2011 dépasse le nombre de gens qui votent pour M. Biya, mais également, nous devons nous poser la question, mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que, précisément, les électeurs ont, et nous en avons eu la confirmation aujourd'hui, quand on venait se rendre, comme ici, le chauffeur de Yango a dit, moi, je n'irai pas voter si cette opposition n'est pas unifiée. Donc, il y a un appel populaire fort que nous essayons de passer à ces différents candidats en leur disant, cette fois-ci, si vous ne vous mettez pas ensemble, non seulement on n'aura pas la victoire, mais vous êtes politiquement mort. Donc le message est en train d'être compris, mais ce qu'il faut faire, c'est de ne pas
essayer d'unifier les gens autour d'une personne, non, derrière une personne, parce que c'est l'expression qu'il faut qu'on se mette derrière telle personne. Non, personne ne se mettra derrière personne. On se mettra tous ensemble autour d'un programme de refondation pendant une période de transition de 3 ans. Et pendant la période de campagne, on fera la campagne non pas sur le culte de la personnalité du président de la transition, mais sur le programme de transition lui-même. Il est temps qu'on entre dans l'ère de la démocratie où le président n'est pas un déluge autour duquel on fait un culte. Voilà. De toute façon, on ne peut pas vouloir la démocratie et vouloir son contraire en même temps. Alors, président, mais comment justement parvenir à un programme consensuel finalement? Bon, le programme consensuel n'est pas quelque chose de difficile à faire parce que il y a des problèmes que tous les Camerounais, c'est-à-dire il suffit seulement de vous mettre même dans un bar et parler aux Camerounais et vous vous rendez compte immédiatement qu'il y a un ensemble de choses sur lesquelles nous devons apporter des solutions, c'est-à-dire que jeter les bases d'une fondation d'un pays. Par exemple, un des premiers chantiers de la fondation, c'est celui du Camerounais même, c'est-à-dire la définition de être Camerounais, ça signifie quoi? Bon, donc, quand on lance une période de transition ou de refondation, on a des assises nationales. On commence par des assises nationales au cours duquel les Camerounais sont assis et essayent de se dire mais comment nous on se définit? Parce que si vous allez aujourd'hui, là, de part et d'autre, vous vous rendez compte que quand vous dites à quelqu'un, tu es quoi? Il dit que je viens de tel endroit, ou je viens de tel autre. Mais être Camerounais, c'est quoi alors? Donc il faut que l'on arrive à définir ensemble ce que c'est qu'être un citoyen camerounais. Bon, il y a la refondation des institutions, des institutions du pays. Et tout le monde sait que la constitution du Cameroun doit être revue. La façon dont elle a été, celle de 1996, nous a été imposée. Et comment est-ce que des changements sont faits à l'intérieur sans qu'il y ait un véritable débat et sans que ce soit soumis à référendum? Il faut qu'on revoie cela. Il faut qu'on revoie le code de la famille, qu'on revoie le code pénal, qu'on revoie le code civil, qu'on essaie d'uniformiser le code anglophone, francophone, parce qu'on ne peut pas continuer dans un pays à avoir deux systèmes coloniaux qui se côtoient sans jamais se rencontrer. Et il faudra qu'on touche éventuellement à cette affaire de code électoral, là, de manière à créer un cadre électoral qui ne soit pas, je peux dire, conflictogène. C'est-à-dire ce genre là où après chaque élection, il y a toujours problème. Bon, donc il y a les institutions à revoir, il y a l'économie. Il faudra à un moment donné qu'on décide, est-ce qu'on va rester une économie extrovertie, dominée de l'extérieur par une monnaie de singe, ou bien est-ce que nous devons prendre la décision de faire des choses. Donc, enfin bref, il y a des chantiers de refondation qui sont indépendants de l'idéologie ou des tendances personnelles, qui sont définitivement pas liées à une région du pays ou à une ethnie ou rien du tout. Il y a un consensus minimum sur lequel les Camerounais devraient s'entendre. On va faire un terrain de football où nous allons tous jouer. Il faut que le milieu du terrain soit bien connu, que les goals soient connus, que les règles du jeu soient connues, que tout le monde sache sur quoi il parle. Et donc, ce programme-là, ce sera un programme comme ça. Voilà. Et donc, sur lequel on est en train de travailler, naturellement, ça demande un consensus, ça demande de tirer parti des expériences de refondation d'autres pays. Ce qu'on est en train de faire, il y a un petit... je travaille dans le cadre de ce qu'on appelle la mouvance de la refondation, qui est plus élargie, qui est un peu l'ATM élargie à toutes les personnes qui ont déclaré qu'il y avait de la refondation. Donc on va sortir ce document et on ira donc voir tous les partis, les chefs de partis politiques qui avaient demandé est-ce qu'on peut se regrouper autour de ce programme patriotique minimum de refondation. Revenons à ces différents chefs de partis politiques, président, il y a cette phrase qui revient tout le temps, du moins cette phrase qui revient tout le temps prononcée par eux-mêmes. L'opposition n'est pas un parti politique, la coalition n'est pas une panacée. Et vous avez d'ailleurs dit dans un document, j'ai eu l'honneur de vous côtoyer environ les antennes quelques rares fois dans ce pays, vous maintenez qu'à la base, le message de l'union d'opposition passe assez bien, pourtant il n'est pas reçu par ceux qui devraient le recevoir.
comment comptez-vous, vous personnellement, au-delà des démarches prises, faire accepter à ces leaders que le peuple, lui, en bas, veut autre chose? Je vais demander au peuple de nous accompagner pour convaincre. On va d'abord essayer de les convaincre, et si on n'arrive pas à les convaincre, contraindre ces chefs de partis politiques à l'unité. On les contraint comment? Je vais peut-être je vais faire un flashback dans l'histoire. Alors, pour vous dire qu'en 1991, si la coordination a pu fonctionner, ce n'était pas parce que les chefs de partis politiques n'avaient pas cette tendance à la division. Il faut comprendre que par nature, les partis politiques sont clivants. Les différents partis politiques, c'est en principe une idéologie, une stratégie de prise de pouvoir qui est unique. Bon, donc, et à côté, il y a un autre parti politique qui a sa stratégie, son idéologie et sa stratégie, et donc par nature, elles sont concurrentes puisqu'ils visent tous le pouvoir. Bien, maintenant, mais il arrive des moments dans l'histoire d'un pays où toutes ces différences-là doivent être mises sous le boiseau, pas qu'elles sont éliminées. Parce qu'on a besoin de passer d'une étape historique à une autre étape historique. Bon, et c'est très très difficile. À ce moment-là, les partis politiques ont des difficultés à travailler ensemble, et ce qui se passe, c'est que c'est les organisations de la société civile et la population dans son ensemble qui les contraint à l'unité. Alors, qu'est-ce que nous faisions dans ces années-là? À l'époque, j'étais président d'une association non partisane qui s'appelait Cap Liberté, qui était très très forte et extrêmement implantée dans l'ensemble du pays, et qui avait plus de membres que d'ailleurs la plupart des partis. Et ce que je demandais aux membres de Cap Liberté, c'était chaque fois qu'il y avait un conclave des partis de l'opposition de se mettre autour. Alors, il y avait toujours, chaque fois qu'on se réunissait, il y avait tout autour là, environ 2000 personnes qui étaient assises et qui leur donnaient le message: si vous ne sortez pas de là avec quelque chose, ne sortez pas. Voilà. Pour être beaucoup plus précis, Président, supposons à présent que vous ayez réussi votre mission, celle d'unir l'opposition. En fait, nous sommes en voie, je suis très optimiste, mais je crois que le peuple doit jouer son rôle. C'est-à-dire que chaque Camerounais, individuellement, puisque tous les Camerounais veulent que l'opposition s'unisse, le demandent depuis et l'appuient par l'abstention à toutes les élections. Maintenant, je demande aux gens de ne pas s'abstenir, de ne pas attendre pour s'abstenir, de comprendre que ces gens ne sont que des individus comme tout le monde et que vous pouvez avoir de l'impact sur eux. Donc, tout à fait. Si vous connaissez et si vous pouvez accéder à un parti politique, écrivez-leur et dites-leur que cette fois-ci-là, soit vous vous unissez, soit on vous lâche. Ça, il faut que les gens le fassent, qu'ils l'expriment de mille et une manières, qu'ils écrivent à ces leaders, qu'ils le disent sur tous les plateaux, qu'ils aillent partout, dans les marchés, leur dire qu'il faut vous unir. C'est la pression populaire sur eux et le travail diplomatique que des groupes comme le groupe de Douala mèneront petit à petit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on combine un peu cette contrainte populaire avec le travail diplomatique, de mise ensemble d'un programme d'ensemble, etc. Et je dirais aussi une autre chose, c'est que l'ego des chefs de partis politiques, il est assez grand. En fait, ils ont presque tous, et je les ai rencontrés tous, je veux le dire, voilà. En toute humilité, ils ont un véritable problème de schizophrénie. C'est-à-dire que chaque chef de parti politique croit, pour une raison absolument non fondée, que seul il peut gagner. Mais j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Et je les ai vus fonctionner. Un chef de parti typique ne rencontre que les membres de son parti. Et tous lui disent: Président, tu es le plus fort, tu es le plus beau. Et les membres des partis politiques aussi, généralement, ne tournent qu'autour de membres de leur parti politique. Et finissent par croire, par commettre ce qu'on appelle en logique erreur de composition. C'est-à-dire qu'une erreur de composition en logique, c'est celle qui consiste à croire que ce qui est vrai pour une partie d'un tout l'est
uniquement et pour cette seule raison vraie pour l'ensemble. Donc vous ne voyez pas, vous voyez votre petit truc là et vous croyez que tout le Cameroun pense comme ça. Et donc vous voyez, donc tous les partis là sont atteints de cette maladie. C'est-à-dire que vous allez autour du MRC, les gens du MRC sont convaincus que ça, ils ont le meilleur candidat et que lui seul, il peut gagner. Vous allez autour de Cabral, c'est la même chose. Vous allez autour de Joshua, c'est exactement la même chose. Et je passe mon temps à leur dire, vous êtes tous mes cadets politiques, même si Maurice Kamto est plus âgé que moi, mais il entre en politique en 2013. Moi, je suis en politique depuis 1987. Voilà. Donc, je leur dis, vous vous trompez. Aucun d'entre vous ne peut. Et il faut que ce message-là, que le peuple le leur passe également, et que leurs militants comprennent qu'ils se trompent. Quoi. Ils sont peut-être sincères, mais ils se trompent. Ils ne peuvent pas gagner seuls contre ce régime. Avec la permission du modérateur, une dernière question, vous êtes parti, parce qu'il faut naturellement la conclure par là, supposons qu'au terme de votre démarche, vous ayez réussi à unir cette opposition-là. Pensez-vous que le code électoral actuel permet, en toute sincérité, de gagner une élection au Cameroun? Oui. Le code électoral actuel donne une opportunité de gagner si vous êtes présent dans les bureaux de vote. Et c'est la deuxième chose nouvelle qui est apportée cette fois, c'est que depuis 2015, j'ai développé un logiciel de décompte parallèle de voix que j'ai expérimenté au Burkina Faso et qu'en 2018, j'ai essayé de proposer aux partis politiques qui n'ont pas compris l'opportunité. Cette fois, nous avons décidé que nous le ferions par le biais des organisations de la société civile. Le code électoral actuel, voilà comment il fonctionne. Il dit que les résultats sont proclamés immédiatement dans chaque bureau de vote. Voilà. Donc, si vous prenez les résultats de tous les bureaux de vote, une heure après, vous avez les résultats. Tout à fait. Donc, le trucage se passe à quel niveau? Deux niveaux. Premier niveau, c'est vous n'avez pas de scrutateurs et on vous écrit pas le bon résultat. Mais ce n'est pas là-bas que se passe le bourrage des urnes, ce n'est pas là-bas que ça se passe exactement. C'est quand maintenant les résultats partent des bureaux de vote et s'en vont maintenant être consolidés au niveau communal, ensuite au niveau départemental. C'est là-bas que tous les tripatouillages se font parce que d'abord, d'une façon générale, les partis politiques n'ont pas le moyen d'avoir des gens parce que la loi est claire. Vous avez le droit d'avoir des représentants, mais les partis politiques ne sont pas structurés pour avoir des représentants partout. Déjà, pour couvrir, en 2018, il y avait 31 000 votes. Cette fois-ci, parce que le nombre va augmenter d'inscrits, on est peut-être à 8 millions et quelques. Voilà, il faudra compter environ 35 000 bureaux de vote. Donc, pour avoir 10 personnes, enfin 2 personnes dans chaque bureau de vote, et là, donner, c'est ce que 5 000 pour pouvoir se déplacer et nous ramener les PV. Vous voyez, donc vous êtes à 10 000 par bureau de vote, donc vous êtes à 350 millions. Tout à fait. Ils ne sont pas beaucoup de partis politiques qui ont 350 millions à dépenser en 2 jours. Donc, et en plus de ça, vous devez avoir les gens dans les commissions communales qui se réunissent et ensuite dans les départementales et ensuite les envoyer à la commission nationale. Donc vous vous rendez compte que généralement les gens sont absents dans tous ces trucs-là et c'est là-bas qu'il y a tous les tributaires. Cependant, si nous mettons l'accent non plus sur un parti, si les partis politiques d'abord se mettent ensemble, déjà ça augmente leur couverture des bureaux de vote d'une part. Deuxièmement, si on mobilise les organisations de la société civile pour qu'elles jouent leur rôle de surveillance électorale grâce à la technologie d'aujourd'hui, parce que ce logiciel, c'est un logiciel qui se télécharge sur Android, et maintenant tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer les résultats que vous voyez et de prendre la photo soit du PV, soit du tableau. Si on ne vous permet pas de prendre. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc vous mettez à la fenêtre et vous prenez la photo. Cette photo-là, ce n'est pas ce qui est. C'est juste important en cas qu'on conteste que on a mal entré les chiffres, en fait, parce qu'on peut se tromper en entrant les chiffres. Donc la photo vient et le logiciel là, des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir comparer tout ça et voir que c'est bien ça qui est bien entré. Et bon, voilà.
Et là, on aura les résultats. Donc, une des batailles, en plus donc, de regrouper les chefs de partis politiques, ce sera la bataille pour lancer environ 100 000 volontaires pour respecter le vote à partir de la base. C'est ça la clé. Si on est présent, même si on n'est pas présent dans la majorité du vote, c'est très intéressant ce que dit Jamini. Merci. Merci. Je voudrais justement relancer le président Jotam Jamini sur un élément aussi important pour les téléspectateurs. L'impression, pas l'impression, mais lorsqu'on convoque les faits. En 1992, on a eu l'Union pour le changement. En 2018, on a eu le Parti républicain qui voulait se mettre ensemble pour changer la donne au Cameroun. Mais sauf qu'on constate que la coalition camerounaise fait face à beaucoup de difficultés, à des grands défis pour réaliser un changement de paradigme durable. Alors nous sommes à quelques mois seulement de l'élection présidentielle ou à quelques heures de la convocation du corps électoral, si les choses suivent effectivement les normes. Qu'est-ce qui coince clairement, président Jotam Jamini? Pourquoi les leaders des partis dits de l'opposition jusqu'ici ne se mettent officiellement pas ensemble pour remporter ou briller l'élection qui s'annonce pour le prochain? Pour la même raison pour laquelle depuis 1993 ils n'arrivent pas à le faire. Oui. C'est-à-dire que quand ils se rencontrent, le débat, c'est on se met derrière qui? C'est le même débat? Oui, et c'est un mauvais débat, justement. C'est le paradigme que nous devons changer. Il n'est pas question de se mettre derrière quelqu'un. Vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est ça qui change cette année. C'est la proposition que nous, on a fait, compte tenu de notre expérience. Ne venez pas ici pour que quelqu'un se mette derrière vous ou pour vous mettre derrière quelqu'un. Venez ici pour qu'ensemble, on réalise un programme donné. C'est ça le shift de paradigme qui me donne espoir. C'est-à-dire que venez pour qu'ensemble, on fasse un programme patriotique minimum commun de refondation du Cameroun sur une période de transition qui va durer selon le cas. Bon, là, maintenant, ils pourront dire s'ils veulent que ce soit 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Et à l'issue de cela, on repartira aux élections sur des meilleures bases. Parce que tous sont d'accord que le code électoral actuel n'est pas si bon que ça. Et que la seule chance que nous avons de gagner, c'est de se mettre ensemble. Parce qu'en temps normal, on ne devrait pas être obligé de se mettre ensemble pour gagner l'élection. En temps normal, tout le monde va au premier tour de l'élection. Les 2 premiers vont au second tour et les alliances se font autour de ces 2 premiers candidats. Donc, or, notre code électoral, c'est un seul tour. Donc, ça nous oblige à faire l'extraordinaire. C'est-à-dire, pour gagner, il faut qu'on se mette ensemble. Oui, bien écouté. Si c'est le cas, alors mettons-nous ensemble. Donc, mais on se met ensemble, non pas autour d'un individu, mais autour d'un programme. Et le chiffre de paradigme est très important à comprendre. Parce que cela veut dire que maintenant, les personnalités sont mises en arrière-plan. Ce qu'on met en avant, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et vous me direz, mais à la fin, il faudra bien qu'on choisisse un candidat consensuel. Ben oui, mais il est plus facile de choisir un candidat consensuel quand vous êtes d'accord sur ce que vous allez faire que de vous entendre sur une personne alors que vous n'êtes pas d'accord sur ce que cette personne va faire. Donc, j'ai bon espoir que si, et depuis d'ailleurs les consultations que nous avons dans le cadre du groupe de droit là, avec les différents leaders, montrent que quand vous venez et que vous leur dites est-ce qu'on peut faire un programme commun, ils sont d'accord. D'ailleurs, tout récemment, il y a Issa Chiruma, Madame Damjoya, le président Bedzegui et deux ou 3 autres partis qui se sont regroupés et ont accepté ce principe-là. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont accepté le principe qu'on fait un programme commun et on a un candidat consensuel. Bon, donc cela veut dire que le travail que nous faisons là, c'est en train de porter déjà des fruits. Maintenant, il s'agit, donc ça veut dire que Chiruma est déjà d'accord, Bedzegui est d'accord, Madame Damjoya est d'accord, je crois Zipan du MP, etc. C'est peut-être 5 ou 6 partis. Et donc, il est question maintenant de voir
comment amener tous les autres à être d'accord sur ce principe-là déjà. Et une fois qu'ils sont d'accord sur ce principe, on passera à la deuxième chose, à l'adoption de ce programme minimum commun. Une fois qu'on a adopté ça, alors on va choisir le candidat qui va porter donc, ce programme à l'élection de 2025. Est-ce qu'il est tard? Non, il n'est pas tard du tout, et je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, nous on propose que le candidat là soit choisi après que la Cour constitutionnelle ait validé les candidatures. Tout à fait. Non, et ça, c'est une nouveauté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout ceci là, j'ai appelé justement à vous relancer. Pourquoi justement cette période, quand on sait qu'à date, il y a exactement 19 partis qui ont la possibilité d'investir un candidat. Une fois que la Cour constitutionnelle va se prononcer, c'est une stratégie quand même qu'on souhaite bien comprendre. Il faut la comprendre, il faut vraiment, je vais vous l'expliquer. D'abord, partons déjà sur la base de la réalité. Ce n'est pas tous les partis politiques qui vont entrer dans la coalition gagnante. Ça, au moins, c'est clair. Il y a beaucoup de partis politiques qui sont créés par Tanganji et qui vont venir faire ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est une affirmation et elle n'est pas gratuite. D'ailleurs, il y a un parti qui l'a créé là tout de suite, après la démission de M. Issa Chiroma. Il a créé l'ACC en un jour. Bon, donc, ceux qui ont eu à créer le parti politique ou sur le parti politique savent très bien que Jamais lui aussi peut être président. Il a créé sa part. C'est fait. Donc il y a des gens qui ont des agendas et qui viendront. Mais cela ne nous inquiète pas du tout, encore une fois, au vu de l'expérience et de l'analyse des résultats des élections antérieures. Les trois premiers candidats à toutes les élections de 1992 à 2018 ont 90% des voix. Donc, tous ces petits trucs-là, c'est pas là-bas que le problème se pose. Là, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir des candidats de poids qui se mettent ensemble et donnent à la perception à la population qu'il y a une unité significative. Donc, on ne va pas chercher 100%, on ne cherche pas un candidat unique. On cherche un candidat consensuel et prépondérant. D'accord. Pourquoi est-ce que les gens doivent partir d'abord pourquoi est-ce que la Cour constitutionnelle doit d'abord se prononcer sur les candidatures? Écoutez, d'abord, c'est très intéressant. Voilà, maintenant. Mais, deuxièmement, parce que, quoi si vous choisissez un candidat et que la Cour constitutionnelle bloque le candidat, vous faites quoi? Vous n'avez plus le choix, vous n'avez plus la possibilité d'avoir un autre candidat sur lequel vous rabattez. C'est ce que je disais. Alors, mais si ils connaissent qui est votre candidat, supposons même que ce candidat remplit toutes les conditions, mais qu'à la dernière minute, on trouve une excuse pour le balayer, vous faites quoi? Donc le mieux, c'est que les candidats se présentent, ceux qui sont validés, c'est parmi eux qu'on choisit le candidat consensuel. Et je voudrais vous dire que aujourd'hui, ce que vous nous voyez faire là, c'est le fruit de l'expérience et de l'intelligence des années. Hein. Parce que pendant longtemps, l'opposition aussi voulait travailler sans mettre beaucoup d'intelligence dans ce qu'elle fait. Le programme commun va être le fruit d'une étude scientifique, des expériences du Burkina, du Niger, du Mali, du Gabon, enfin bref, toutes les expériences de refondation qu'il y a eu en Afrique. Oui. C'est donc la somme des expériences. Et parce que je disais tantôt, l'expérience, c'est la somme des échecs. 43 ans d'échecs. L'opposition n'a pas réussi à trouver la solution. Bien au contraire, elle est toujours partie se casser les dents en jouant au singleton, en jouant aux individualités. Bien sûr que le collectif compte beaucoup. Mais dans ce collectif, bien évidemment, comme Djekam Tchameni le disait, il y a ceux-là qui viennent uniquement pour jouer les troubles faits. Mais cependant, même dans le collectif, il y a toujours ce que l'on appelle les poids lourds. Il a bien eu à déterminer ça. Et ces poids lourds, bien sûr, doivent être déterminés en fonction du moment. Quel est leur quotient de popularité, de crédibilité?
quelle est leur capacité à ne pas retourner la veste. Donc, leur intégrité, leur honnêteté. Autant de qualités qu'il faut avoir. Mais surtout aussi, c'est très facile de dire que unissons-nous et puis on va trouver un candidat commun. Mais le problème au Cameroun, c'est que le régime Biya a réussi à cultiver une chose, la division, la haine de l'autre. Les concepts d'allogènes et d'autochtones ont été créés à dessein. Et aussi, on a vu des regroupements communautaires qui ont commencé à se détester terriblement. Comment peut-on faire? Par exemple, pour réunir à la fois le MRC, par exemple, et le PCRN. Et pourtant, ces deux partis se disent de l'opposition, sont de l'opposition. Mais vous allez entendre comment est-ce qu'un parti de l'opposition va dire que moi, je ne peux pas être avec un autre parti de l'opposition qui a déjà été avec le RDPC, mais je préfère aller avec le RDPC. On a d'ailleurs vu, même dans ces partis d'opposition, des gens faire de la fête lorsque certains militants de partis étaient arrêtés parce qu'ils avaient marché. C'est le cas des militants du MRC qui sont encore en prison. Certains opposants jouaient même les indiques, jouaient les collabos avec la police pour livrer ces militants. On a vu d'autres s'exposer, chanter, danser sur des réseaux sociaux en disant c'est bien fait pour eux. D'autres ont dit qu'ils n'étaient même pas les partis de l'opposition, mais des partis de proposition. Comment donc ils vont se réunir? Comment donc un pourra accepter l'autre? Le problème, justement, c'est là où le régime Biya a réussi à réduire des partis à cloisonner des partis dans des communautés. Lorsque Damou Damjoya, célèbre intellectuel, a véritablement pris de l'envol, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Le régime Biya l'a cantonné au royaume Bamoun. C'est le parti des Bamoun. Le PC, grand parti nationaliste, qui regroupait tous les Camerounais, est subitement devenu le parti des Bassa. Et le MRC hier, qui est arrivé, est devenu subitement le parti des Bamileke, le SDF, parti des anglophones ou des anglophones, sans pour autant oublier le PCRN qui est redevenu le parti de quelques Bassa. L'UNDP, qui a été créé sur un véritable socle national pour rivaliser avec le RDPC, subitement est devenu le parti des nordistes. Voilà donc comment il y a le schisme de notre opposition. Cette opposition où ils se regardent comme des chiens de faïence. Et d'ailleurs, même à l'intérieur de cette opposition, on se rend compte que certains, aujourd'hui, sont même contestés. Nouran Foster, qui est Bamoun, a pu le vérifier depuis un certain temps, puisque le parti qu'elle représente parle bien évidemment du fédéralisme communautaire. Et on a vu des personnes très proches du président Cabral Libi qui étaient pratiquement en train de dire que non, il y a eu tel nombre d'élus Bamileke en Konsaba, ce n'est pas normal. Mais il n'y a pas de sortie pour contrecarrer cela. Et du coup, elle se retrouve déjà rejetée.
Et pourtant, s'il y a eu quelqu'un qui a fait quelque chose pour ce parti, c'est Nourane Foster. On peut bien la critiquer, député 2-0, oui. Mais en tant que femme, et au regard de son charisme, parce que faisant aussi des activités commerciales, elle a apporté non seulement des jeunes, mais aussi des femmes. Elle n'a pas regardé ses origines. Elle est venue embrasser un parti politique qui devait représenter la jeunesse sans frontières. Mais aujourd'hui, elle se rend compte que ça ne va pas super bien. Et du coup, ceux-là qui ont refusé de travailler avec l'opposition, en disant qu'ils préfèrent travailler avec le RDPC, ont été conviés par Ferdinand Ngongo pour des consultations. Nourane Foster a eu le courage de dire qu'elle ne fera pas partie de cette parodie. Et ça, même si je l'ai critiqué, je peux applaudir cette prise de position. Je peux féliciter cet engagement ou ce retournement. Chacun a droit de faire des erreurs, mais à une certaine période, on ne cherche pas tout simplement la position. Lui, en allant avec Ngongo, qui aujourd'hui a la même mise sur la machine du pouvoir, on peut tout avoir, c'est-à-dire des marches publiques, des nominations, puisque c'est lui aujourd'hui, le demi-dieu, voire le vrai Dieu. Devant lui, tout le monde va s'agenouiller. Mais Nourane Foster n'est pas parti s'agenouiller. Ce qui signifie que cette partie de la population, tout comme tous les autres du PCN, doivent savoir qu'ils font partie du Cameroun. Cette jeunesse doit accepter les autres, les différences, toutes les ethnies. Ce parti politique, tout comme aussi nous interpellons le MRC, doit accepter être dans le même vase. Parce que nous sommes dans la même marmite. C'est Paul Biya qui le disait. On les a mises dans la sauce. Nous sommes dans la sauce. Et vous le savez très bien. Qu'il y a un proverbe africain qui dit: tous les poissons mélangés dans une même marmite produisent le même bouillon. Aujourd'hui, c'est la même opposition, c'est le même bouillon. C'est-à-dire, il faut le changement. On ne peut pas dire, on ne peut pas être avec elle parce que ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, on peut apprécier même, parce qu'on dit il n'est jamais trop tard. Elle a fait un post sur son compte pour demander la libération de Bibou Nissa. Bien évidemment, elle a utilisé le mot jeune. Mais on est jeune de 7 à 77 ans, Nourane. On ne peut pas demander la libération de Bibou Nissa et laisser le professeur Foguet. Eux tous sont en prison pour un même motif. Les marches blanches, sans armes blanches et sans même marcher. C'est une injustice. Et quand on est de l'opposition, on doit prendre position, on doit être solidaire, on ne doit pas se venger de tel, de contre tel, sous prétexte que tel ne m'avait pas soutenu. On ne doit pas faire une stamiserie sélective. C'est-à-dire, on prend le jeune et on laisse le vieux. Cela veut dire que si vous venez au pouvoir, vous allez diriger pour des jeunes, vous allez abandonner vos pères, vos grands-mères, ou vous n'allez pas défendre leurs droits. Tous ceux-là qui sont en prison, injustement incarcérés, qu'ils soient même du RDPC, doivent être libérés parce que c'est une machine infernale qui les broie. Le changement, c'est d'abord le changement de mentalité. Et nous devons ainsi aussi appeler Cabral Lévy, dont je sais par exemple que l'année dernière, on le cherchait partout.
Moi-même, je sais qu'à Keremouna courait derrière lui. Je sais que tout le monde courait derrière lui, y compris Kamto. Mais il l'a tracé. Mais Cabral dit, petit frère, peux-tu être président? Rien qu'avec ton PCRM là. Lorsque toi-même tu vois ce que Atangandji te fait déjà. Voilà l'UPC qui est divisé. Et l'UPC va encore gratter de tes voix dans ton village là. Puisque vous avez donc les députés, les maires, ils sont issus des 10 régions. Peut-on être élu au Cameroun rien qu'en se basant sur 2 régions? Peut-on être leader de l'opposition si déjà même on aspire au pouvoir et on ne connaît pas le pardon, mais plutôt la vengeance? J'avais écouté cette vidéo qui m'a heurté. Et j'espère que lorsqu'on est appelé aujourd'hui à diriger le Cameroun, il faut avoir les capacités non seulement de pardonner, mais aussi d'avoir de l'humilité. J'ai écouté ceci. C'est des discours que je n'aime pas, même comme je sais également que du côté du MRC, ce ne sont pas les anges là-bas. Il y en a bien qui provoquent, qui attaquent et qui parfois même ne sont pas reconnus du parti, mais arborent les habits, les insignes du parti. On a vu ça avec Ngana. Peut-on faire une coalition quand on a un tel discours? Mesdames et messieurs, écoutons d'abord ceci. C'est étonnant. Ce n'est pas qu'il y ait absence de solidarité quand ça concerne M. Kamto. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu de solidarité quand ça concernait d'autres personnes. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire. Autour du 20 octobre 2018, mon bureau à Yaoundé avait été assiégé par la police. Mon domicile avait été encerclé par la police et la gendarmerie. Nous étions à une vingtaine de jours après l'élection présidentielle. Vous vous souvenez-vous qu'il y a eu beaucoup de leaders politiques qui se soient montrés solidaires à mon égard? La réponse est non. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, tous ceux qui sont habitués à l'agriculture, ils savent que ce qui tue le cacao, généralement tue le café. En droit, ça porte même un nom. Mais bon, revenons dans le domaine moral. La Bible dit quelque part, je crois, et même le Coran, qu'il ne faut pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et apprenez à faire aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Mais je me souviens quand même que lorsque la police m'avait assiégé, les plus proches collaborateurs, je ne parle pas des anonymes de Facebook, les plus proches collaborateurs de celui qui est aujourd'hui assigné, s'il était monté au créneau, je vous parle de son conseiller en communication, je vous parle de son trésorier, était monté à l'époque pour dire que c'est bien fait pour vous. Moi, je ne le ferai pas. Je ne dirais pas que c'est bien fait pour le Cameroun. Mais je dirais que c'est bien fait pour ceux qui avaient dit que c'est bien fait. Si vous n'avez pas reçu l'autorisation de manifester au Cameroun et que vous manifestez, vous êtes donc dans l'illégalité. Mais ça, ce n'est pas moi qui vais l'apprendre au professeur Cameroun. Parce qu'il est juriste et a été ministre de la Justice. Maintenant, le problème se situe à quel niveau? Dans les lois qui n'ont pas changé ou dans l'appréciation des lois qui, elle, a changé. Le juge appréciera. Y a-t-il justice donc au Cameroun pour qu'on dise que le juge appréciera? Je n'ai pas vu Bibou Nissak, professeur Fougué, s'attaquer à Cabral Libye. Et même ce manque de solidarité dont il parle, j'ai vu lorsque Atangandji était en train de vouloir lui mettre les bâtons dans les roues,
le professeur Maurice Kamto a pris sa défense. Même s'il y a eu donc offense, aujourd'hui, c'est le bien commun qui compte. C'est le peuple camerounais qui compte. C'est ceux qui doivent entrer dans l'histoire, qui sont actuellement là, du côté de l'opposition. Nelson Mandela a été humilié. Il a fait la prison. 27 ans durant. Mais il ne s'est pas vengé de Peter Botha. Il ne s'est pas vengé des Blancs. Il ne s'est pas vengé de tout ce qu'il a eu à subir. Et d'ailleurs, dans une république comme la nôtre, qui a connu autant de blessures, de meurtrissures, il faudrait, après bien qu'il y ait ce qu'on appelle une réconciliation nationale. Et cette réconciliation commence par l'opposition qui doit montrer l'exemple. Vous devez vous embrasser. Vous devez avoir le même regard, même objectif. Et non viser tout simplement vos prébendes. Misez tout simplement vos estomacs, vos joues, votre bien-être. Vous devez être prêt à vous sacrifier pour ce peuple qui vous regarde. Vous devez être prêt à vous humilier pourvu que vous puissiez obtenir ensemble ce que le peuple attend de vous. L'union fait la force.